pour éviter de dépenser énormément d'argent. Parce que chaque directeur on va dire des objectifs, voilà. Ensuite, sur les conditions de travail qui sont vraiment très très compliquées dans notre établissement, donc on a de moins en moins de personnel, donc on a un effectif vraiment réduit. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc on a au syndicat des appels et des rendez-vous constants à chaque fois. Donc beaucoup de pleurs, des gens qui prennent aussi de temps en temps des comprimés parce qu'ils n'arrivent pas trop à suivre. En maison de retraite, comme on parlait de maison de retraite avec la pétition, c'est pareil, on en voit presque tous les jours. En fin de compte, les gens sont en burn-out, donc en fin de compte, les gens s'arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est les autres collègues qui sont derrière, qui doivent faire le boulot en plus parce qu'ils sont pas, la plupart ne sont pas remplacés. Et c'est ça qui est très dur. Et donc de là, c'est les gens qui restent, qui passent en burn-out, et en fin de compte, c'est sans fin. C'est sans fin, et on demande en fin de compte, nous au syndicat, qu'il y ait plus de personnel, donc qu'il y ait un pool. Donc le pool, c'est un groupe d'agents qui sont là pour remplacer quand il y a besoin dans les services. Et pareil, ce pool est vraiment très limité. Donc on a demandé qu'il soit augmenté, mais pareil, c'est toujours la même réponse, pas de budget, pas de sous dans l'établissement, donc c'est très très dur. Donc c'est toujours la même phrase, les mêmes depuis qu'il y a cette direction. Donc pareil aussi, on avait parlé des contrats aidés. Donc chez nous aussi dans notre établissement, on a plusieurs contrats aidés. Et là, tous les contrats ont été arrêtés du jour au lendemain. Donc là, il ne nous reste plus que 13 contrats aidés, mais ces 13 contrats aidés vont partir en début 2018, donc dans les prochains mois. Et c'est vraiment très très dur pour le personnel parce que ces personnes-là étaient vraiment dans l'hôpital. Et là, ceux qui vont vraiment aussi en souffrir, ça va être aussi les secrétaires. Parce que les secrétaires, donc il y a, on va dire, les secrétaires doivent chercher les archives, il y a toute une documentation, il y a du téléphone, il y a beaucoup de boulot. Et là, c'est elles qui vont en pâtir le plus. Donc en espérant que ça bouge par la suite, parce que ça va vraiment être très dur et je pense qu'il va y avoir des arrêts. La direction, on en a parlé, en fin de compte, on verra au moment venu. C'est comme ça, et puis voilà, et puis on verra comment ça se passe. C'est un peu dur, c'est un peu dur pour le personnel, surtout en EHPAD qui nous dit que l'humanitude n'existe plus. On nous parle beaucoup d'humanitude, des formations humanitude, donc bien discuter avec les résidents, avoir plus de temps, discuter. Maintenant tout ça n'existe plus, c'est vraiment très compliqué. Et pareil aussi pour l'EHPAD maintenant. En EHPAD, on a beaucoup de personnel qui veulent partir, donc on a un turnover qui est énorme. Donc des gens qui viennent et puis qui se disent « Ah ben non, je ne peux pas travailler dans ces conditions » et qui repartent. Donc ils viennent nous voir constamment, on voit que ça aussi au syndicat par rapport à ça. Je ne veux plus rester dans cet établissement, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Donc voilà, il y en a d'autres aussi qui veulent changer de métier. Ça aussi, ça fait un peu peur. Alors juste sur cette question-là, juste une proposition, comme il y a la journée d'action dans les EHPAD, le 30, les modalités d'action qui ont été définies par l'intersyndicale, il faut savoir que cette journée d'action est soutenue par l'association des directeurs des maisons de retraite publiques. Donc c'est quand même important parce que les directeurs sont venus à l'intersyndicale à Montreuil et à la CGT pour soutenir le mouvement. Et donc les modalités d'action, c'est qu'on interpelle les directions locales et il y a des rassemblements dans chacun des départements auprès du préfet et des directions territoriales de l'ARS. Et à Paris, il y a un rassemblement à 14h le 30 devant le ministère de la Santé. Mais la proposition qu'on pourrait faire ici, on en parlait, c'est de voir avec les syndicats de l'établissement, en particulier les syndicats CGT, pour qu'il y ait un rassemblement des personnels et de la population à la même heure et une délégation qui aille voir le directeur pour porter des revendications de personnel en plus. Je pense que ce serait intéressant que les gens qui peuvent se déplacer, il faudra voir à quelle heure on organise ça le 30, mais en milieu de journée, parce que si c'est des personnels soutenus par de la population qui demandent à voir le directeur pour dire on ne peut pas continuer à traiter nos vieux comme ça dans un établissement public, eh bien ça a du poids. Et ça à la fois par rapport à la souffrance des personnels, ça montrera qu'ils ne sont pas tout seuls, et ça montrera qu'effectivement on est capable de créer le rapport d'influence. Je finalise rapidement et puis après je vais laisser la parole. Par rapport à ça, le directeur, on le voit une fois dans l'année, c'est pendant les vœux. Sinon, on ne va pas. C'est sympa, c'est pour l'année.
On a des directeurs dans chaque... on a je sais pas combien de directeurs dans notre établissement. Donc chacun gère sa partie, puis le directeur on le voit jamais. Donc c'est en instance on ne le voit pas, à part au conseil de surveillance je crois. Et sinon on le voit jamais. Je voulais aussi parler des réductions de lits, parce qu'on a eu aussi des réductions de lits à l'hôpital de Rambouillet. Donc on a eu la chirurgie où ça a diminué, puis là aussi la pédiatrie. Donc c'est pour toujours des raisons d'économie. Donc comme on veut faire des économies, donc on réduit des lits, voilà. Et il y a aussi ce qui nous a fait mal, c'est aussi le GHT, donc on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le groupement hospitalier des territoires. Donc en fin de compte, tous les hôpitaux des Yvelines travaillent ensemble. Et ce qui me fait peur pour l'avenir, c'est qu'en fin de compte, chaque hôpital ait des services pour chaque demande, on va dire par rapport à la demande. C'est-à-dire qu'on ait plus certains services ou qu'on ait moins de lits. Et c'est ce qui se passe un petit peu. Là, on a réussi à sauver un petit peu le laboratoire, parce qu'il y avait des examens qui devaient partir sur Versailles. Donc ça a été vraiment très compliqué. Et sauf que là, ça va être du trajet pour les patients, ça va être des sous, de l'attente, et c'est ça qui est compliqué. Après, pour finir, donc on a eu un rendez-vous là avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, donc pour février. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Et pareil aussi, comme on n'a pas d'informations dans notre établissement, c'est vraiment très compliqué. Donc on va poser plein de questions là-dessus pour avoir toutes les infos. Voilà. Et on fera une assemblée générale après par rapport à cette réunion pour informer tout le personnel de l'hôpital. Et je voulais remercier tout le syndicat, puis les personnes qui sont là, le collectif aussi qui fait un gros boulot, et à Prud'homme et à Pelot aussi qui bouge partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La parole est il y a Jean-Claude là-bas qui a demandé, le caméraman. Si vous voulez, il est 10h moins le quart. Je vous propose que nous arrêtions la réunion à 10h30 au plus tard. Et on consacrerait les 10 minutes qui nous restent à nous mettre d'accord sur des propositions d'action concrètes qui seraient un peu décidées, votées par vous, si vous en êtes d'accord. Alors, essayez d'être bref dans vos interventions. Oui, c'est bien de le faire remarquer, parce que pire que les avocats, je suis encore plus baveux qu'eux. Donc tu m'arrêtes si ça va trop loin. Hein. Je ne serai pas vexé, j'ai l'habitude. Il y avait une petite question qui me taraude depuis très longtemps. On parlait du numerus clausus. On a de plus en plus de gens, d'étudiants qui vont à l'étranger pour passer des diplômes et qui reviennent ensuite en France exercer. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme dans certaines grandes écoles militaires, par exemple, la Polytechnique et autres, c'est-à-dire que l'État, pour des gens qui n'ont pas les moyens financiers, paye les études, règle les études de ces gens-là, et ensuite leur demande un certain nombre d'années de service. Est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, que pour les médecins, les étudiants qui n'ont pas de moyens, parce que ils font partie de familles pas aisées, puissent quand même poursuivre leurs études, s'ils sont méritants, bien entendu, et qu'ensuite ils puissent accorder. Alors ça, c'est indépendamment. D'autre part, je voudrais dire une chose, qui est la plus importante à l'heure actuelle, c'est que tous les combats qu'on va mener, et qui sont menés, ils doivent se mener sur le plan politique. On a parlé tout à l'heure, et surtout sur le plan local. Parce que on a quand même une situation bien particulière. On parlait tout à l'heure de la fondation IFRAP, qui est ultralibérale. Ici, nous avons dans les Yvelines, ce secteur des Yvelines, ce que j'appellerais l'écurie Fourgousse. L'écurie Fourgousse, Olivier Dassault et Larcher, qui sont des gens qui prônent ces enseignements, c'est-à-dire la privatisation totale. Et ces gens-là, ils appliquent ça un peu partout. Et c'est pas eux qui vont défendre l'hôpital public, comme ils défendent pas la gestion municipale des piscines ou autres. On a vu l'exemple à Mamport, on le voit en ce moment, c'est la privatisation d'une future piscine municipale, donc il ne faudra pas compter sur ces gens-là. Ces gens-là ne vont pas défendre l'hôpital public. On a plusieurs personnes dans ces milieux-là, de tous les élus locaux, que ce soit Morpa, Ilancourt, Larcher, Robert, etc., etc. Je ne vais pas en faire le tour. Ce sont des gens qui veulent du privé.
Et le privé, la Générale de Santé ou les autres, ça leur convient très bien. Donc il faut absolument que l'on intervienne avec le maximum d'efficacité, de pression et de vigueur vis-à-vis de ces gens-là, pour les ramener dans le bon chemin. Parce que c'est pas, on n'y arrivera pas. On y arrivera par la pression. Mais il faut qu'on démontre comment leur orientation est mauvaise et comment elle nous emmène dans le mur. Et ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Et on les voit. Agnès Molinier, la brave dame, qui n'est patronne de l'IFRAP que grâce à Fourgousse, quand il était député. Donc c'est pas, ça vient pas comme ça, ces gens-là. Donc il faut absolument qu'on les tacle en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Voilà, donc vis-à-vis de nos élus, on y va, on les aide, on les encense, Larcher, de Robert, Fourgousse, Garestier, Debain, etc. C'est pas la méchanceté, c'est pas la méchanceté. Mais c'est pour qu'ils on se rappelle à eux. Ça marche. Ça y est, pas trop long. Bon. Sylvie devant, et puis monsieur là-bas. Pardon. Et pardon, Colette. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, Bon, juste une question et une remarque. La question s'adresse aux gens du Perret. J'ai découvert à l'occasion de la vaccination contre la grippe qu'il y avait au Perret un regroupement de médecins dans des locaux qui sont attenants à la mairie. Et j'aimerais savoir quel est le statut de ces cabinets. Si c'est simplement un regroupement de médecins libéraux, si les locaux sont loués, s'ils sont mis à disposition par la mairie. Bon, comme je ne suis pas du Perret, je m'en renseigne. La deuxième question, c'est un témoignage. Il se trouve que dans mes multiples occupations de retraités sur Bouquet, j'ai été amenée à rencontrer dans une délégation la députée de Rambouillet, Aurore Berger, pour lui parler un peu de l'augmentation de la CSG pour les retraités. Et que la discussion, alors on est plusieurs dans la salle à avoir fait partie de la délégation, là dans le rang derrière il y en a. Dans la discussion, on a parlé évidemment du pourquoi de cette augmentation de la CSG, et la réponse d'Aurore Berger était pour permettre un gain de pouvoir d'achat via le biais de la suppression de cotisations sociales pour les salariés. Et on a découvert, vous pouvez témoigner que c'est exact, hein, on a découvert que Aurore Berger ignorait totalement ce que c'était que le salaire. C'est-à-dire qu'elle découvrait que le salaire, ce n'était pas simplement la ligne salaire net de la feuille de paye, mais que ça intégrait aussi les cotisations sociales payées soi-disant par le salarié et les cotisations sociales payées soi-disant par le patron, qui en fait font toutes partie qui constituent du salaire. Quand on a parlé de salaire socialisé ou de choses comme ça, elle est tombée des nues. Mais je pense qu'elle ne faisait pas semblant. Hein. Je pense qu'elle était vraiment tombée des nues. Donc quand tu disais tout à l'heure, Christophe, qu'il y avait nécessité de faire de la pédagogie autour de la table, moi je veux bien faire ce genre de pédagogie avec mon gendre, ça ne me gêne pas, mais faire ce genre de pédagogie avec mon député, ça me pose quand même un peu problème. Alors, Colette est devant. Après, le monsieur derrière. Oui, bonsoir. Alors, je voulais justement réagir à une remarque de Michel, donc, puisque tu évoquais le fait qu'il n'y avait pas de député présent ce soir. Et puis une remarque aussi donc, de Christophe par rapport à la responsabilité des députés qui ont voté la baisse du budget de la sécurité sociale dans toute cette situation. En fait, je suis mandatée ce soir par les députés du groupe GDR qui m'ont demandé d'être présente parce que ce soir, ils sont, donc le groupe de la gauche démocratique et républicaine, et donc qui m'ont demandé d'être présente ce soir parce qu'ils sont reçus justement par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à cette heure-ci précisément. Parce que c'est la semaine qu'on appelle donc la semaine de contrôle, et cette semaine de contrôle permet à chaque groupe d'opposition de poser les questions qu'ils souhaitent sur le sujet qu'ils souhaitent. Donc ces députés ont souhaité consacrer cette semaine à la situation justement alarmante des hôpitaux publics. Et ce soir, donc, ils sont reçus par la ministre et ils font le relais, en tout cas, des propositions
qu'ils ont entendu, puisque le 10 janvier, ils ont reçu une centaine de personnels à l'Assemblée nationale, donc personnel de la santé, qui leur ont fait donc un état des lieux, effectivement, et je confirme ce qui se passe à Rambouillet, malheureusement, c'est une situation normale pratiquement dans le pays, c'est-à-dire que ça se passe partout comme ça, et donc ils ont fait le relais des propositions. J'en cite juste quelques-unes, pour que vous sachiez quelles propositions sont faites en ce moment même à l'Assemblée nationale. Effectivement, nous avons, donc pour en prendre quelques-unes seulement, le fait qu'il fallait mener donc le bataille sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2019, puisque là on annonce pour 2019 malheureusement 9 milliards d'économies supplémentaires. Deuxième proposition donc, qui est faite ce soir, c'est effectivement la suppression du recours au marché financier qu'a évoqué Christophe. 3, la fin des fusions d'établissements, c'est-à-dire les fusions d'établissements qu'a évoqué notre camarade également de la CGT tout à l'heure, donc des GHT. L'arrêt effectivement du financement des hôpitaux à l'activité, à l'acte. 5e proposition également que les personnels, les usagers, les élus locaux retrouvent une place dans les instances de décision, que tout ne soit pas décidé de manière opaque dans les agences régionales de santé. Et 6e proposition, pour en donner que 6, la fin effectivement du numerus clausus que tu évoquais tout à l'heure. Donc, ils avaient proposé, au Sénat, Laurence Cohen avait proposé la suppression de la taxe sur les salaires. Voilà, merci pour cette précision. Alors effectivement, si vous voulez, les députés communistes qui font partie de ce groupe de la gauche démocratique et républicaine vont entamer là un tour de France des hôpitaux pour recueillir les propositions effectivement des usagers et des professionnels de santé et faire une proposition de loi avant donc la fin de l'année à l'Assemblée nationale. Donc je suis là ce soir pour réunir vos propositions et leur faire remonter, puisque donc, ils s'excusent encore de ne pas pouvoir être là. Nous, au Parti communiste, c'est vrai qu'on a des propositions, comme effectivement le remboursement des soins à 100%, la création d'un pôle public, par exemple, du médicament, puisqu'on ne l'a pas encore évoqué, mais on a évoqué effectivement les médicaments inutiles qu'on pouvait prendre. La fin du numerus clausus, la création effectivement de centres de santé, etc. Mais ces propositions sont nos propositions, mais ce n'est qu'uni. Et en faisant, je dirais, un projet coélaboré qu'on peut gagner tous ensemble pour un meilleur système de santé en France. D'accord. Oui, la première chose que je voulais dire, c'est de féliciter le collectif de Rambouillet pour sa ténacité dans cette bataille. Et je crois qu'il en faudra encore pour arriver à modifier le cours des choses. Je veux féliciter aussi les orateurs, parce que leurs interventions tout à l'heure, moi personnellement, elles m'ont apporté beaucoup de choses. Et je veux le dire, et puis je veux dire à tous ceux qui sont là que c'est très bien qu'ils soient là, ça rompt un peu avec le fatalisme ambiant qu'on trouve un peu trop souvent dans la société française aujourd'hui. Cette petite mise en bouche, j'ai juste deux petites choses à dire. Je pense qu'il faut effectivement avoir des actions et des revendications locales. Il y en a un certain nombre qui sont venus tout à l'heure dans les propos. Je crois qu'il faut vraiment ce soir que nous nous quittions avec un point de vue sur ces propositions d'action locale. Il y en a plusieurs qui ont été faites. Je pense que Michel les rappellera tout à l'heure. Je rajoute à celles qui ont été faites, ou plutôt je vais donner un contenu un peu plus pointu encore à celles qui ont été faites. Tout à l'heure, en introduction de cette réunion, Michel Espina a parlé qu'il y avait de nombreux maires qui avaient apporté des messages de soutien à la réunion de ce soir. Je propose que ces maires soient dans la délégation qui va rencontrer le président du conseil d'administration de l'hôpital. Ça donnera encore aussi du poids à cette délégation qui serait composée d'usagers, de personnel de l'hôpital, mais aussi d'élus locaux. Et je crois que ce serait très important et significatif. Il pourrait y avoir aussi un rayonnement dans la presse d'une telle délégation si elle devait se construire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je pense que s'il y a nécessité d'avoir des initiatives locales, je crois quand même que
Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est quand même une politique nationale, globale, sur laquelle il faut que nous soyons capables de peser. Et donc, ça veut dire qu'il faut essayer de travailler à la convergence des mouvements. Les mouvements sont multiples aujourd'hui autour des questions de l'hôpital. Il a été cité tout à l'heure, les 160 000 signataires sur la pétition concernant les EHPAD, l'appel des 1000 praticiens qui a été publié aussi dans la presse. J'ai lu aussi dans la presse qu'il y avait des états généraux des services publics qui vont se tenir le 3 février prochain. Donc il y a une multitude d'initiatives qui vont avoir jour, qui se tiennent et qui vont se développer, je pense. Mais la question que je me pose est la suivante. C'est comment on va pousser à ce que des convergences nationales puissent s'organiser de telle sorte qu'elles puissent réellement peser sur la politique nationale et sur les décideurs, c'est-à-dire sur le gouvernement et sur les parlementaires. Et donc là, j'interroge un petit peu nos orateurs, qui sont bien au fait du sujet, comment ils voient les perspectives pour l'ensemble de ces mouvements qui actuellement sont nombreux, mais sont encore un peu disparates et ils ont besoin de se rassembler. Alors, Idrissa veut prendre la parole. Merci pour cette intervention aussi. Je vois des gens qui commencent à partir et je comprends bien leur passe, etc. Je voulais attirer votre attention sur le fait que organiser cette réunion, cette bataille coûte de l'argent. Par exemple, pour organiser cette soirée, nous avons dépensé en frais de timbre, en frais de tract, de production d'affichettes, environ 400 € que nous avons financés de notre poche jusqu'à présent. Et je voulais vous demander, quand vous partirez, en fonction de vos moyens, de vos disponibilités, de donner, il y a André là-bas qui montre le carton, une petite contribution. Vous savez bien, les petits ruisseaux font les grosses rivières, et ça nous aidera à y compris financer cette soirée et en financer d'autres. Je donne la parole à Idrissa. Merci. Moi, j'aimerais apporter une petite contribution. Je vous remercie d'être venu à cette réunion du collectif. Ça montre le souci que vous portez à la chose publique. Et moi, en tant que médecin, ce que dont je veux vous assurer, c'est qu'il faut continuer à venir à l'hôpital de Rambouillet. Notre hôpital est un hôpital moderne. Il est moderne. Il est capable d'apporter une assistance pratiquement aussi bien sûr le plan médical, le plan obstétrical, le plan chirurgical. De qualité, je veux dire. Voilà. Et c'est un outil qui est performant, avec un personnel performant, dévoué, aussi bien au niveau médical qu'au niveau paramédical. Bon. Nous vivons bien sûr la crise aujourd'hui, cette crise-là que traversent tous les hôpitaux de France et de Navarre. Bon, avec des particularités locales. Première particularité, un directeur très très particulier, qui, je dirais, est un prédateur de médecins. C'est la conviction intime que le corps médical a, à savoir que nous avons affaire à un prédateur de médecins qui cible tel médecin et il veut sa tête. Il cible après un autre médecin, il veut sa tête. Et non seulement c'est parmi les médecins, mais c'est parmi aussi le personnel paramédical. Ce qui lui permet de faire ça, c'est la fameuse loi Bachelot, hein, Bachelot-Larcher, il faut l'appeler la loi, hein, parce que c'est une proposition, c'est un rapport de Larcher à Nicolas Sarkozy, et ça a été présenté par Bachelot. Et dans cette loi-là, effectivement, les mains libres ont été données aux directeurs d'hôpitaux. Voilà, ils ont tout le pouvoir. Auparavant, c'était tout de même un contrepoids médical qui était là. Depuis cette loi, c'est évident, ce sont les administrateurs, les gestionnaires qui ont le pouvoir. Et même quand ils ont un président de CME qui est à côté, c'est en fait un paravent purement et simplement. Parce que la plupart des présidents de CME sont, je dirais, purement et simplement, je ne dirais pas des larbins, mais en tout cas, ce sont des plantons en fait, hein, de l'administration. C'est ça la réalité. Donc le directeur a un pouvoir. Et quand il est excessivement nocif, comme cela peut arriver à Rambouillet, on se retrouve dans des situations particulières. Donc, cette situation particulière, vous avez été suffisamment informé de ça. La cadre qui se retrouve tout de même en conseil de discipline parce qu'elle a osé émettre une opinion, chose divergente dans un cadre purement syndical
lors d'une séance du comité technique d'établissement, donc des organes reconnus, hein, on a connu cette période-là. On a connu la période avec le docteur Montarnal, tout a été fait pour qu'il ne revienne pas, alors que du point de vue du droit, il avait le droit de partir et de revenir, même le Centre national de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers s'est inquiété à un moment donné. Il était obligé de contacter le Conseil de l'ordre pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas rembouiller. Nous avons un praticien qui demande à revenir, qui est un chirurgien des hôpitaux, un ancien interne des hôpitaux de Paris, qui veut revenir et rejoindre son poste de praticien hospitalier. Le directeur de l'hôpital l'empêche de venir. Voilà, le collectif s'est battu, il est revenu, il mène ses activités. Mieux, nous avons eu tout de même aussi un praticien chef de service qui s'est retrouvé avec les menottes, hein, tout de même au commissariat, sur la base de la délation. Voilà, et là, c'est un élément nouveau. L'introduction au sein de l'hôpital de Rambouillet de pratiques délatrices qui datent des années 1940, c'est-à-dire l'époque de Vichy, où on dit tel type a dit ça, et finalement vous vous retrouvez au commissariat avec des menottes. C'est ce qui est arrivé au docteur Meillot en tant que tel. Hein? Voilà. Donc, menottes, perquisition au domicile, retrait du portable, perquisition au domicile, expertise psychiatrique, voilà, parce qu'il y aurait eu des propos comme quoi elle veut tuer tout un collectif de médecins. Voilà. Et ça, sur des secondaires. Voilà. Et ça, c'est arrivé tout de même à l'hôpital de Rambouillet. On n'a jamais vu ça en 40 ans. Et ça, c'est arrivé. Mais ça correspond à une direction et à sa tactique. Mieux, on y va encore. On a eu des gens qui ont été purement et simplement qui n'ont pas eu leur contrat renouvelé sur la base, ils seraient musulmans. C'est musulman, voilà. Et peut-être des radicalisés, sans aucune preuve. Il a fallu engager des combats avec des avocats, individuellement par des médecins, qui ont supporté c'est brancardier, hein, parce que ça ne gagne pas beaucoup. C'est payer les frais d'avocat, et c'est pas évident. Les médecins se sont engagés, certains médecins se sont engagés à payer les frais d'avocat pour que ces gens-là puissent effectivement rentrer dans leurs droits. Ils ont été, finalement, on a renouvelé le contrat. Mais c'est arrivé ça. Mieux, et même des gens qui sont de droite extérieure, on s'est retrouvé avec un ambulancier qui n'a pas le meilleur, celui que tout le monde recommande aux urgences. Finalement, il s'est retrouvé éjecté lorsque on a changé de contrat et qui devait être embauché par une nouvelle compagnie d'ambulance, les ambulances Jussieu. Ce jeune homme s'est retrouvé mis à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il est musulman et peut-être radicalisé. Et ça, sur la base de délation. Voilà. Bon, le problème a été résolu, nous sommes arrivés à le résoudre. Mais c'est une atmosphère entièrement délétère. Et c'est ça qui explique un peu que vous voyez les médecins qui vont au vœu et qui retournent le dos. Parce qu'ils voient ces trucs-là et ils trouvent que c'est inacceptable. Avec un directeur qui a un mode de communication qui est clair, hein. Vous dites on va les rencontrer, je vous souhaite du courage, on viendra. Mais je vais vous dire, avec lui, on ne peut pas entrer en contact avec lui. Il n'y a pas de possibilité d'entrer en contact avec lui. Il faut envoyer un mail au secrétariat, et après on verra. On ne peut pas lui téléphoner, c'est pas possible. Et même dans l'exercice de nos fonctions, nous nous trouvons dans des difficultés. Bon, moi je suis un urgentiste, bon j'ai les cheveux blancs, mais je continue à prendre 8 à 10 gardes par mois. Je peux vous dire que lorsque j'ai besoin de l'administrateur de garde, j'ai des problèmes, comme tous mes collègues d'ailleurs. On ne peut pas parce qu'il y a un filtre. Le filtre, c'est le standard. Mais pourquoi vous voulez l'administrateur de garde? Pourquoi vous voulez l'avoir au téléphone? Attendez, ils sont payés pour ça. Ils sont payés 1800 € net par mois pour faire à peu près 4 astreintes dans le mois. Et bon, au titre de l'indemnité de résidence, tout est combiné. Et finalement, voilà comment ils gèrent. C'est-à-dire un monsieur qui met une barrière. C'est-à-dire une méthode purement et simplement antidémocratique. Et ça pose un problème. Ça crée une atmosphère de peur. Voilà. En ce qui concerne le personnel paramédical. Et même parmi les médecins, ça crée une atmosphère de peur. Rares sont ceux qui acceptent d'aller de l'avant. Même quand ils se rendent compte que, en privé, ils vous disent nous ne sommes pas d'accord, mais après ils se disent mais vous savez, moi j'ai besoin d'être titularisé. Et comme j'ai besoin d'être titularisé, j'attends un peu. Voilà, c'est ça.